Le deuxième round de la saison 2024 de Formule 1 est terminé et c'est l'heure du récap. Aujourd'hui, on va revenir sur ce qui s'est passé en Arabie Saoudite et refaire un petit peu le point de tous les moments forts de ce Grand Prix de Formule 1. Si vous l'avez raté la semaine dernière, du coup, on a lancé ce nouveau format un petit peu débrief sur les week-ends de Formule 1 qui sortiront tous les lendemains de Grand Prix sur cette saison 2024. Et aujourd'hui, on va revoir les moments clés et les moments importants de ce week-end et vous allez voir que contrairement à la semaine dernière, il y a beaucoup de choses à dire. Si le format vous plaît, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner, activez bien la cloche pour ne rater aucune des vidéos et surtout n'hésitez pas dans les commentaires à nous donner des retours sur ce format afin qu'on puisse l'améliorer semaine après semaine. Un autre point très important, n'oubliez pas dans la description, sur la toute première ligne, vous pouvez donner une note à ce Grand Prix d'Arabie Saoudite. On fait le point à chaque vidéo sur la note du Grand Prix précédent. Donc foncez me donner votre note du coup. Et pour savoir ma note, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je reviendrai un petit peu en argumentant ma note sur la fin du récap. Sans plus tarder, on passe au récap et on va revoir tous les moments forts et tout ce qu'il faut retenir de ce deuxième round de la saison 2024 de Formule 1. Bon, avant même de rentrer dans le Grand Prix en lui-même, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé avant le début de ce week-end. Annonce du futur Grand Prix d'Arabie Saoudite. Et oui, vous l'avez peut-être raté, le Grand Prix d'Arabie Saoudite n'aura plus lieu à Jeddah à partir de 2027, mais bien à Qiddiya, tout nouveau projet organisé par la Formule 1. Alors, il s'agit d'un énorme projet construit autour de la construction d'une ville, un projet estimé à quasiment 2 milliards d'euros. Et la Formule 1 nous a présenté un circuit exceptionnel, et j'insiste, exceptionnel, 21 virages dans un circuit qui pourrait ressembler potentiellement à un DLC de Mario Kart, un premier virage ultra impressionnant avec plus de 100 mètres de dénivelé. Le circuit a fait beaucoup parler et moi je le trouve honnêtement très intéressant de par sa composition et forcément le cadre qu'il y a autour. Le gros point fort de ce circuit, c'est forcément le virage 1, cette épingle qui sera donc bien évidemment avec un très important dénivelé mais surtout situé au-dessus d'une salle de concert, au-dessus d'un lieu d'événement où pourront performer des artistes durant le week-end de Formule 1. Alors on vous laisse avec quelques photos, dites-moi dans les commentaires vous ce que vous pensez de ce nouveau projet que la Formule 1 va mettre en place. Les pilotes avaient l'air plutôt enjoués d'après les interviews, mais voilà, c'était la toute première annonce avant même de parler du côté sportif. On en reparlera bien évidemment en temps voulu quand le projet commencera à prendre forme parce que forcément il va falloir beaucoup de construction et ça va prendre du temps, mais gardez-le bien en tête cette annonce et on aura l'occasion d'en rediscuter sur cette chaîne YouTube. Bon, le deuxième point fort, vous le savez tous, vous l'avez vu à la Minia, c'est Carlos Sainz qui est donc tombé malade. Il avait raté le Media Day, la journée presse, le mercredi. Il était pourtant présent jeudi en séance d'essai numéro 1 et numéro 2, mais malheureusement, vendredi matin, on a donc appris qu'il avait été touché de l'appendicite, obligation de se faire opérer en urgence en Arabie Saoudite. Et c'est Oliver Biermann, on va reparler de lui dans quelques minutes, qui l'a donc remplacé, jeune pilote de la FDA, Ferrari Driver Academy, pilote pour Prema en Formule 2. Il faut savoir que déjà, Biermann avait pris la pole position en F2 la veille. Donc ça déjà, assez exceptionnel, très beau palmarès. Et le lendemain, il apprend qu'il remplace donc Carlos Sainz, qu'il saute dans la Ferrari pour seulement une seule séance d'essai et donc doit participer et à la qualification et à la course du samedi. Bon, du coup, Biermann n'a pas pu participer aux courses de Formule 2. On lui a même retiré ses points de la pole position, ce que je trouve un petit peu injuste pour son championnat de Formule 2. Et vous le savez, l'histoire vous la connaissez, derrière Biermann a effectué un week-end exceptionnel et on va en reparler dans quelques secondes. Mais je suis très fier en tant que fan de Ferrari de la performance d'Oliver Biermann. Bon, petit point qualification, si jamais vous avez raté la qualification vendredi après-midi parce que vous étiez au taf ou à l'école et que vous n'aviez pas le temps de la voir, Max Verstappen a encore une fois pris la pole position, cette fois-ci avec 3 dixièmes d'avance. Un très gros tour de la Red Bull qui honnêtement était intouchable ce week-end. À noter, Guan Yu Zhou qui s'était planté en FP3, qui avait détruit sa Sauber, enfin sa Stake, F1, etc. Il n'a malheureusement pas pu faire un tour rapide. La voiture a été prête, mais vraiment dans les dernières secondes et n'a pas pu enregistrer un chrono. Et de son côté, Oliver Biermann, pour sa toute première séance de qualification, il faut noter qu'il a eu un seul tour en pneu tendre avant la qualif, donc exceptionnel. Oliver Biermann malheureusement se fait éliminer en Q2 en 11e position. Il était à 36 millièmes d'éliminer Lewis Hamilton. Imaginez quand même sur une première qualif ce que ça aurait pu donner. Donc bon, un peu déçu quand même forcément pour Biermann qui aurait pu passer en Q3, mais ça reste respectable pour un pilote de Formule 2. Bon, derrière on va pas s'attarder dessus, mais Alpine, voilà, encore une fois Alpine hein, dans les choux, trop drôle. Voilà, hein. À part ça, honnêtement, pas de grosse surprise sur cette séance de qualification. Les écarts étaient un petit peu plus importants qu'à Bahreïn. Je vous mets la grille à l'écran de toute façon, vous pouvez voir un petit peu que ça a donné si jamais vous avez raté du coup la séance de qualification du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Et on va donc passer au récap du Grand Prix d'Arabie Saoudite. On va commencer avec la boîte de vitesse de Pierre Gasly. Ça va être rapide comme sa course.
Pierre Gasly qui malheureusement n'a pu faire même pas un tour au final. Il a abandonné dans le premier tour, boîte de vitesse, endommagé, problème durant le tour de formation. Alors déjà qu'elle va pas vite cette voiture, si en plus elle est pas fiable et qu'elle ne peut même pas faire un tour, on va commencer à avoir des gros problèmes du côté français. Honnêtement, j'ai pas grand chose à dire sur Alpine, on va pas réévoquer le sujet, mais depuis le début de la saison, sachez qu'il n'y a qu'une seule équipe. Une seule, regardez bien bon doigt, une seule qui est plus lente que la saison 2023. Alpine et à Bahreïn et à Jeddah fait des moins bons chronos. Ça me fait bizarre de le dire, mais oui, la voiture est moins rapide que l'année dernière. Pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a eu une restructuration du côté directeur technique et du côté, on va dire, ressources humaines de chez Alpine. Bruno Famin a dit que toute l'équipe était confiante, que le processus était en marche et qu'il fallait maintenant attendre que les résultats portent ses fruits. Mais on a déjà senti un petit peu de frustration dans les commentaires de Pierre Gasly qui disait que oui, il va falloir être patient, oui, pour l'instant, ils ne sont pas là où ils souhaitent être, mais qui n'allait pas se répéter à tous les week-ends. Donc attention, on en reparle dans un mois ou deux, mais chez Alpine, ça commence déjà un petit peu à être frustré. Bon, on va commencer le récap de ce Grand Prix par Oliver Biermann. Forcément, c'est le sujet du week-end. Oliver Biermann, 3e plus jeune pilote de l'histoire de la F1 à rouler. Le plus jeune pour la Scuderia Ferrari, 18 ans le gamin, on rappelle quand même, 18 ans, exceptionnel. Il a été élu pilote du jour, tout simplement, un week-end sans erreur, pas d'accident, pas de grosses frayeurs, un week-end, j'ai envie de dire quasi parfait, à part l'élimination en Q2. En termes de rythme, il était directement dans les chronos de George Russell, Lando Norris, Oscar Piastri, pas très loin de Lewis Hamilton en qualification, donc franchement, absolument rien à reprocher au week-end de Oliver Biermann. Bon, pour ceux qui n'ont pas vu la course, il est du coup parti en pneu soft. Ils étaient deux avec cette stratégie, il y avait lui et Bottas. Un départ de course très agressif. Il a tout de suite directement tenté de dépasser Yuki Tsunoda. On l'a vu tenter des dive bombs à l'intérieur, essayer de faire des croisés, des croisés. Il a tenté tout ce qu'il pouvait, le pauvre. Malheureusement, Tsunoda avait le DRS sur Stroll, donc très difficile à dépasser. Honnêtement, on va pas se mentir, il a bénéficié d'une safety car causée par Lance Stroll très tôt dans la course qui a un petit peu sauvé sa stratégie, car sans ça, il aurait dû tenter un tendre hard ou alors voire même un double pit stop en termes de stratégie. Et je pense que ça aurait totalement ruiné le résultat de sa course. Donc heureusement, on va dire pour lui, il a été sauvé par cette sortie de safety car qui lui a permis de rentrer au stand en même temps que tout le monde. Au restart de la safety car, il s'est forcément du coup retrouvé un petit peu dans le trafic, mais honnêtement, il a eu une très bonne course. Voilà, il a très bien géré son rythme, il a très bien géré la dégradation de ses pneus. Il a été capable, alors il a perdu pas mal de temps derrière Hülkenberg, il faut le dire, mais il a été capable de gérer sa course tranquillement. Et au final, sa stratégie s'est avérée payante avec un très bon rythme, vu que Lewis Hamilton et Lando Norris, qui étaient les deux seuls pilotes des top teams à avoir une stratégie alternative, ils ont fini en pneus tendres, et Lando Norris et Lewis Hamilton n'ont pas réussi à rattraper Oliver Biermann qui était en pneus durs usés. Voilà, il a poussé à fond sur la fin de course et il a tenu du coup les deux Britanniques à la fin de la course pour terminer dans le top 7. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez, vous, d'Oliver Biermann. J'ai hâte de voir un petit peu votre impression sur ce premier week-end de course pour lui. Honnêtement, il y a peu de chances qu'il reroule cette année en Formule 1, mais la question se pose, est-ce que Biermann mériterait une place chez Haas en 2025? On connaît les liens étroits entre Ferrari et Haas. On peut légitimement se poser la question, est-ce qu'Oliver Biermann pourrait remplacer un Nico Hülkenberg ou Kevin Magnussen la saison prochaine? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Moi, je vous le dis, j'ai été conquis par son week-end. En tout cas, je suis très fier de lui et très fier de sa prestation. Hâte de voir ce que la saison de F2 lui réserve. Et bien évidemment, vous le savez, on surveillera ça de très près sur YouTube. Bon, je vous ai parlé d'une safety car. Qui l'a créé cette safety car? Et moi. Lance Stroll, malheureusement, autant j'avais dit du positif de Lance Stroll dans le premier récap à Bahreïn, autant là je vais devoir être un petit peu méchant avec Lance Stroll qui commet une erreur de débutant, honnêtement. L'erreur est vraiment ridicule. Accident au virage 22, il vient taper le mur à l'intérieur et vient finir sa course dans les barrières de l'autre côté du circuit. Alors, en temps normal, je vous aurais dit, bon, encore une erreur, ça fait beaucoup, mais ça peut arriver, et patati et patata. Là, le problème avec Stroll, c'est qu'on a un réel débat qui se pose quand on voit la performance de Biermann. Honnêtement, quand je vois le week-end de Oliver Biermann, je me rends compte à quel point Lance Stroll peut encore être, on va dire, immature dans son pilotage et faire des erreurs ridicule. Il faut savoir que le crash que Lance Stroll a eu en course, il a eu exactement le même en free practice, donc c'est-à-dire que c'est pas quelque chose auquel il ne s'attendait pas, il connaissait justement ce piège. Et puis alors je suis désolé, mais dans la globalité, le week-end de Stroll, il est pas bon. Voilà, il faut lui taper dessus. Il finit derrière une Visa Cash-App RB en qualification. Yuki Tsunoda était 9e devant lui en Q3. Son début de course est calamiteux, il faut le dire. Il se fait attaquer dans tous les virages par Yuki Tsunoda. Des défenses où il perd énormément de temps. Il se prend 4 secondes dans l'espace de 5-6 tours. Bref, j'ai été très déçu de la performance de Stroll sur ce week-end. Et encore une fois, quand on voit le top 10, à quel point c'est serré, je pense que cette saison, Stroll va réellement devoir step up son jeu, sinon on va très vite le voir en dehors du top 10. Autant Fernando Alonso, ce week-end, a fait un très bon week-end. Voilà, il a réussi à exploiter le maximum de sa monoplace, rien à dire. Mais si Lance Stroll reste au niveau
on va dire assez faible qu'il a pour l'instant, et bah très rapidement, il va offrir des points à des équipes du midfield, ça va faire tâche. Et on va très souvent lui taper dessus parce qu'il va y avoir un écart entre Fernando Alonso et lui à la fin de la saison qui risque d'être très conséquent. Donc je préférais en parler et soulever un petit peu le débat aujourd'hui. On aura probablement l'occasion d'en reparler dans des récaps dans quelques mois plus tard dans la saison. Mais voilà, la course et le week-end dans la globalité de Stroll est assez décevant et surtout quand on voit la performance d'un rookie comme Birman. Bon, vous allez me dire, ouais mais Hydro, tu parles de Birman et Stroll, tu prends même pas ça dans l'ordre, où est Lando Norris, le départ volé, qu'est-ce que t'en penses, etc. Attendez. Lando Norris, au début de la course, a été sous les feux des projecteurs, on va dire, dès le premier tour. George Russell l'a annoncé à la radio. Lando Norris avait, comme qui dirait, volé le départ, bougeant tout simplement de son emplacement de grille avant que les feux s'éteignent. Alors ça, c'est quelque chose qui revient, je dirais pas tous les ans, mais quasiment tous les ans. On a toujours un départ un petit peu volé, comme ça, et il y a une règle très spécifique et qui justifie du coup la non-pénalité de Lando Norris, qui a pour le coup choqué énormément de personnes pendant le Grand Prix. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en Formule 1, vous avez des capteurs positionnés sur la grille qui justifient ou non le départ volé d'un pilote. C'est-à-dire que si vous déclenchez ce capteur avant que les feux s'éteignent, automatiquement, la pénalité tombera. Si vous ne les déclenchez pas, la pénalité ne tombe pas. Je vous laisse deviner si Norris a déclenché ses capteurs. Eh ben non, Lando Norris a en effet bougé, là-dessus aucun doute. La voiture de Norris a bel et bien bougé avant l'extinction des feux, sauf qu'elle n'est pas allée assez loin pour déclencher les capteurs situés sur son emplacement de grille. De ce fait, la FIA n'a pas pénalisé Lando Norris. Il s'est directement arrêté, même pas un mètre après, quelques centimètres plus tard, il s'est directement arrêté avant le capteur. En parlant de pénalité, je me permets un petit parallèle d'ailleurs, on a vu d'autres pénalités, comme par exemple Sergio Perez qui a pris 5 secondes dans les stands pour un non-safe release. Et honnêtement, je pense que là-dessus, on va pas y revenir, totalement justifié. Par contre, Kevin Magnussen qui potentiellement s'est dit, je vais aller battre le record d'Esteban Ocon, je vais faire mieux. Kevin Magnussen a pris 20 secondes de pénalité, 2 fois 10 secondes pour 2 infractions différentes. Je souhaite revenir un petit peu sur ce sujet, comme ça au moins vous serez au courant pour le reste de la saison, mais les règles ont changé sur cette saison de Formule 1 2024 et la sévérité des pénalités a évolué. L'année dernière, si vous étiez responsable d'un accident ou si vous dépassiez un pilote en dehors du circuit ou alors que vous sortiez de la piste pour gagner un avantage, vous receviez 5 secondes de pénalité. Ça, c'était la règle en 2022 et en 2023. Il faut savoir que cette règle a changé et désormais, si vous êtes responsable d'un accident ou que vous sortez en dehors de la piste pour gagner un avantage, vous prenez 10 secondes de pénalité afin de réduire un petit peu les pilotes qui profitaient du système à l'époque. Et donc, du coup, Kevin Magnussen, il a pris tarot. Kevin Magnussen, le pauvre. Alors, autant sur le premier, le contact avec Albon, totalement mérité, il lui tourne dessus et lui casse son aileron avant, donc là-dessus, rien à dire. Autant sur le move avec Yuki Tsunoda, je suis un peu plus en mode ouais. Je comprends totalement que si Kevin Magnussen ne sort pas derrière le vibreur sur la sortie du virage, il n'y a aucun monde où il dépasse Yuki Tsunoda. Là-dessus, on est totalement d'accord, mais je trouve aussi que Yuki Tsunoda ne laisse pas énormément de place pour Kevin Magnussen. Donc la pénalité est juste, honnêtement, elle est justifiée au vu de l'enquête, mais je la trouve quand même très très sévère. Donc hâte de voir si durant la saison ça pose problème, parce qu'on va en avoir d'autres, des 10 secondes de pénalité, et hâte de voir si certains pilotes commencent un petit peu à crier au scandale à cause de cette sévérité. Bon, et puis en parlant de Magnussen, ça aussi ça a été un grand moment du Grand Prix, parce qu'au final on n'a pas eu énormément de dépassements. J'avoue que je vais pas vous évoquer la bataille Piastri-Hamilton parce que ils sont quasiment jamais doublés, mais Kevin Magnussen, mais quel roi, quelle masterclass pour Haas. Ça se voit que c'est tard là dans la nuit quand même. Haas a réalisé la stratégie parfaite. Comment optimiser son duo, comment optimiser le travail d'équipe du côté de l'écurie américaine. Suite à l'accrochage avec Alex Albon, Kevin Magnussen a donc eu le fond plat cassé. Il a perdu un petit peu en rythme malheureusement et a commencé à créer un train au fond de la grille, bloquant 4 ou 5 pilotes. Et du coup, Haas a utilisé Kevin Magnussen pour bloquer tous ces pilotes et du coup, pouvoir prolonger le relais de Nico Hülkenberg qui lui a permis d'inscrire 1 point sur ce Grand Prix à Jeddah. Alors vous allez vous dire, ouais, mais Magnussen, il faisait ce qu'il pouvait, etc. Non, Magnussen perdait 1 seconde 5 volontairement dans le premier secteur. C'était réellement un conducteur SNCF, le Boug. Kevin Magnussen levait le pied dans l'enchaînement du virage 4 jusqu'au virage 7, voire virage 8, histoire vraiment de bloquer un maximum. Et derrière, il était à fond, histoire de ne pas se faire doubler dans les lignes droites. Et du coup, optimisation réussie, vu que Haas arrive à faire ressortir Hülkenberg devant Magnussen après son arrêt au stand. Bon, Magnussen, après, il a fini sa course comme il pouvait, le pauvre, avec sa voiture endommagée. Ça a été très compliqué pour lui. Mais du coup, Haas devient la première équipe du midfield
a marqué 1 point. Et oui, As se retrouve 6e du classement constructeur. Donc honnêtement, félicitations à As qui a très bien joué son coup et qui, encore une fois, a très bien performé. As n'est pas du tout la pire voiture actuellement sur la grille. On nous a menti aux essais hivernaux. La As est clairement dans la bataille du midfield au niveau de Williams, au niveau de V-Carb, largement devant Alpine. Et j'ai hâte de voir du coup maintenant cette bataille pour la 6e position au constructeur pour voir qui va réussir à optimiser au maximum ses grands prix et marquer le plus de points. Bon, à part ça, honnêtement, la course n'a pas non plus été exceptionnelle. Verstappen s'est envolé, Perez derrière avait quasiment le même rythme que Verstappen. Red Bull a encore ultra dominé ce Grand Prix. Et là, je vous le dis, on est début mars, je suis inquiet pour la saison 2024. Je pense que Red Bull va faire très fort. Charles Leclerc, lui, de son côté, a réussi à prendre le meilleur tour dans le dernier tour du Grand Prix en marquant un petit point bonus. Et puis, je vous l'ai dit, à part Piastri, Hamilton, honnêtement, on n'a pas eu non plus énormément de batailles sur ce Grand Prix d'Arabie Saoudite. Pour ceux qui n'ont donc pas vu le classement final du Grand Prix d'Arabie Saoudite, doublé de Red Bull, encore une fois, juste derrière avec Charles Leclerc sur le podium, on retrouve Oscar Piastri, 4e, qui a été bien meilleur que Lando Norris durant tout le week-end, devant en qualification, devant en course. Alonso 5e avec sa petite charrette, le pauvre il a fait ce qu'il pouvait devant Russell, Bierman, Norris, Hamilton et donc Hülkenberg. Au classement pilote, Max Verstappen bien évidemment est en tête avec 2 victoires devant Sergio Perez qui inscrit donc 2 deuxièmes places. Charles Leclerc se retrouve 3e devant Russell et Piastri. À noter Lewis Hamilton qui n'a toujours pas marqué 10 points et Oliver Bierman qui se retrouve pour l'instant bien évidemment dans le top 10 de ce classement pilote. Pour la vanne, on peut s'amuser, mais dites-moi dans les commentaires si vous pensez que Bierman finira la saison avec plus de points que certaines écuries. Parce qu'il y a un monde, honnêtement, où certaines équipes ne marquent pas 8 points cette année et ça pourrait être très drôle. Au niveau du classement constructeur, je sais pas si c'est triste ou si c'est drôle, mais en tout cas, on voit clairement la séparation entre les 5 premières équipes et les 5 dernières équipes. Red Bull est largement devant avec 87 points, devant Ferrari et McLaren. Mercedes se retrouve 4e avec le double des points d'Aston Martin et As, du coup, comme je vous l'ai dit, se retrouve 6e avec un petit point. À noter qu'Alpine est donc dernier pour l'instant du classement constructeur et malheureusement je pense que ce n'est pas prêt de changer vu les performances de la voiture et ça je pense qu'on aura le temps d'en reparler durant la saison, mais là ça s'annonce quand même très compliqué pour Alpine et je pense que là Alpine a beaucoup de travail à faire. Lors du dernier récap, je vous avais demandé du coup la note du Grand Prix de Bahreïn. Vous avez voté du coup sur le lien qu'on a mis dans la description. Je rappelle qu'il y en a un actuellement dans cette description et on fera le point en Australie sur la note du Grand Prix de Jeddah. Pour le Grand Prix de Bahreïn, vos réponses étaient en moyenne autour du 10 sur 20. La moyenne pile, on va dire, j'avais donné 10,5, donc je pense qu'on était plutôt d'accord. Aujourd'hui, je mettrai quand même une note un peu plus élevée. Je vais mettre un petit 12 sur 20. Je suis d'accord, la course n'est pas exceptionnelle et je vous vois venir dans les commentaires comme quoi Verstappen domine et qu'il n'y a aucun intérêt à regarder la Formule 1. Je trouve quand même qu'on a eu une course, on va dire, assez divertissante. Déjà, première chose, on peut pas l'enlever, c'est le cas Bierman. On avait un rookie qui se battait face à Norris, Hamilton, qui était dans le rythme de Russell ou de Alonso Piastri, ça reste quand même ultra intéressant à surveiller. De l'autre côté, on a eu quand même un petit crash qui a relancé la course avec ses pit stops. On a eu la bataille Hamilton-Piastri où on attendait le dépassement de Piastri qui a mis du temps à arriver. Et puis derrière, je vous l'ai dit, il y a eu tout le midfield qui était ultra serré avec Kevin Magnussen qui bloquait tout le monde. Maintenant, je suis d'accord, on s'est pas giga fait plaisir devant le Grand Prix d'Arabie Saoudite. Vous me direz, vous, dans les commentaires, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas du coup à voter afin de donner votre note et on verra dans 2 semaines ce que vous en avez pensé. Et avant de se quitter, je voulais faire bien évidemment un petit bonus, bien évidemment un DLC comme on dit pour les gamers, un petit bonus F1 Academy. C'était le premier round du championnat ce week-end avec l'arrivée de Dorian Pain, pilote française soutenu par Mercedes et sans surprise, Dorian Pain a atomisé le field ce week-end. Double pole position, victoire en course 1, malheureusement victoire en course 2, mais elle a été déclassée suite à une pénalité de 20 secondes. Alors pour vous réexpliquer un petit peu cette pénalité, Dorian Pain en franchissant le drapeau à damier n'avait pas vu que c'était la fin de la course. Et du coup, Dorian Pain a refait un tour supplémentaire ultra rapide, plein de balles. Elle demandait à la radio si la course était terminée et malheureusement, les ingénieurs n'étaient pas présents pour lui répondre. Elle est donc repassée une nouvelle fois sur la ligne d'arrivée, ce qui n'est bien évidemment pas autorisé, et a dû forcer un drapeau rouge afin d'arrêter la session et qu'elle puisse rentrer au stand. Il faut savoir que c'est quelque chose qui est totalement interdit et dangereux malheureusement. Alors, c'est pas non plus dramatique, mais imaginez que vous ayez des marshals ou des personnes sur le circuit ou d'autres voitures au ralenti, c'est clairement pas l'idéal. Du coup, Dorian Pain s'est fait déclasser et c'est Abby Poulin qui a terminé 2e du coup de chaque course et qui semble être au final la 2e meilleure pilote de cette grille en F1 Academy qui remporte donc sa première course dans la catégorie. Dites-moi aussi dans les commentaires si ça vous intéresse. Bon, je sais que je vous demande beaucoup de choses dans les commentaires.
je sais. Si jamais vous voulez une vidéo sur la F1 Academy, c'est prévu, mais je pense que ça peut être un sujet ultra intéressant à aborder. Déjà, l'intérêt du championnat et qu'est-ce que ça peut apporter aussi aux femmes en sport auto. Donc bien sûr, n'hésitez pas, petit commentaire, et j'essaierai de voir un petit peu ce que vous en pensez à la sortie de cette vidéo. On a fait le tour du récap, du coup, du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Il y avait pas mal de choses à dire, comme je vous l'ai dit. J'espère que cette vidéo vous aura plu, comme d'habitude. Hein, n'hésitez pas dans les commentaires, je prends le temps. Honnêtement, ça me fait ultra plaisir de lire les commentaires ces derniers temps parce que vous êtes assez satisfaits des vidéos qu'on sort. Donc merci beaucoup pour tous les gens qui prennent le temps de nous faire des retours. On se retrouve pour le prochain récap donc dans 2 semaines en Australie. N'oubliez pas, cette fois-ci, la F1 sera le dimanche matin, mais à 5 h du mat, ça va piquer. Et on se retrouve bien évidemment cette semaine avec 2 vidéos, mercredi et vendredi. Je vous l'ai dit, on vous prépare un petit sujet sur Red Bull. Donc n'oubliez pas d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Et puis on se retrouve très vite. Merci à tous d'avoir regardé. Faites attention à vous, portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao, ciao.